C'était hier soir. Je marchais dans la rue alors que soudainement une voiture me suivait dans l'obscurité. Je ne pouvais entendre l'intérieur, ni même s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle me suivait, je marchais. J'essayais de détourner le regard, mais pourtant elle continuait à me poursuivre. À travers les rues sombres, où je voyais les arbres se faufiler les uns dans les autres, les branchages se rentrer l'un dans l'autre. Les uns dans les autres, je voyais ces arbres se rentrer dedans, se mélanger, se fixer à d'autres branchages. Je continuais dans l'obscurité, mais pourtant je ne voyais rien. Mais je ne voyais que les phares de cette voiture continuer à fixer l'obscurité, à venir près de moi. Lentement, elle avançait. Elle venait tout près de moi, elle continuait. Elle avançait sans même reculer. Son chemin était fixe. Elle s'avançait tout près de moi. Moi, je regardais les arbres. Je regardais la cime de certains arbres qui se mélangeaient et qui s'entrefixaient les uns aux autres. Je regardais et je voyais la lueur de la lune traverser les branchages, ce qui me faisait voir que je pouvais, à travers les arbres, décrire quels branchages étaient ceux des autres. Je continuais à marcher, je suis donc arrivé chez moi, mais le soir, je ne savais pas trop quoi faire, lorsque soudainement, cette voiture a continué à marcher à côté de moi. Je la voyais rouler à côté de moi, moi je marchais, et je me disais que cette voiture continuait à me poursuivre. Peu importe la personne qui marchait à côté de cette voiture marcherait à côté de la personne. Elle continuera à poursuivre cette personne, peu importe quelle était. Et cette personne, c'était moi. J'ai alors poursuivi mon chemin jusqu'à l'appartement dans lequel je vis, et je suis donc arrivé en stress et en panique à la porte de l'appartement dans lequel je vis. Je suis arrivé à la porte de l'appartement dans lequel je vis, et dans cet appartement-là, je me suis donc faufilé à l'intérieur. Et avec le stress et la panique et l'angoisse, je n'ai pas pu ouvrir la porte tout de suite. J'ai donc laissé tomber mes clés, je les ai re-ramassées. Et c'est donc là que j'ai percuté que la voiture n'était plus là. Elle avait disparu. Elle n'avait même pas tourné, elle avait continué sa route. Elle avait continué son chemin, mais pourtant cette voiture essayait bien de me suivre. Je revenais d'une brocante la nuit, une brocante nocturne, dans laquelle j'avais acheté une télévision. Cette télévision, je me suis dit qu'elle pouvait me servir, car j'en avais réellement besoin d'une. Je ne savais plus comment m'occuper chez moi. Je lisais des livres, du Baudelaire, je lisais du Freud, je lisais du Marc Lévy, je lisais des auteurs bien connus, des auteurs très renseignés par rapport à la philosophie, par rapport à la perplexité de la lecture. Je lisais beaucoup de choses dans ce genre-là. Ce soir-là, je me suis ennuyé lorsque je lisais un livre. Je me suis dit pourquoi ne pas aller à une vente nocturne. Je me suis dit pourquoi ne pas aller à cette vente nocturne qu'ils organisent. Et c'est ce soir-là que cette voiture m'a suivi. Cette voiture, je me suis dit que c'était peut-être pas moi qu'elle suivait, mais qu'elle suivait un itinéraire qui était le même que le mien. Je me suis alors rassuré en me disant ça, mais tout de même, lorsque j'ai continué à la voir me suivre, ces phares dans l'obscurité qui tournaient, qui ralentissaient, qui avançaient et qui marchaient à mon rythme, je me suis dit que cette voiture me suivait tout de même. À travers les arbres, je voyais la lueur de la lune, la pleine lune, et je pouvais apercevoir que certaines feuilles et certains branchages se mélangeaient à travers d'autres arbres. J'ai donc ramené cette télé chez moi et au moment où je l'ai branchée, du sang est apparu à l'écran. J'ai vu des mains comme si elles s'étaient enfermées à l'intérieur, se dire qu'elles pouvaient sortir, frappant l'écran de toute leur force. J'ai vu des mains frapper l'écran de toute leur force avec des cris qui résonnaient dans ma tête. Je me suis dit que cette personne était enfermée à l'intérieur du poste de télévision. Je me suis alors précipité vers la télécommande essayant de trouver une touche qui pourrait sortir cette personne de l'intérieur, mais j'ai entendu son cri. Elle est donc partie vers l'arrière lorsque j'ai pris la télécommande et elle n'est plus réapparue depuis. Cette personne a disparu lorsque j'ai allumé le poste de télécommande. Elle est apparue aussi vite qu'elle a disparu. J'ai vu du sang d'abord qui coulait sur l'intérieur du poste de télévision. Ensuite, j'ai entendu un cri dans ma tête résonner comme si c'était un écho. Et cet écho est devenu de plus en plus fort. Toujours de plus en plus fort, cet écho devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce que ça devienne un cri qui résonne dans tout l'appartement. Au moment où il est devenu un cri qui résonnait dans tout l'appartement, j'ai senti une présence comme si quelqu'un était en danger, mais que cette personne, ce n'était pas moi.
J'ai senti que cette personne était en danger, mais que je ne pouvais pas la joindre, je ne savais pas où elle était. J'ai alors senti que cette personne était en danger et qu'il fallait que je l'aide. Mais cette personne, je l'ai alors vue à travers l'écran de télévision. Du sang est apparu et a disparu, il coulait à travers l'intérieur du poste de télévision. Je voyais tout ce sang couler sur le verre du poste de télévision, qui traversait l'intérieur et qui dégoulinait de derrière. J'ai vu du sang alors qui se propageait à l'intérieur de la pièce, qui arrivait de derrière la télévision, et c'est à ce moment précis que j'ai vu une femme taper et frapper contre la vitre, les mains pleines de sang. Elle est apparue aussi vite qu'elle est réapparue, et elle a disparu aussi vite qu'elle m'est apparue. J'ai entendu son cri quelques heures plus tard dans ma tête. Je ne pouvais pas m'endormir en sachant que cette femme était prisonnière de cette télé. Je devais l'aider de quelque façon que ce soit. J'ai alors couru dans certains magasins qui vendaient des télévisions pour pouvoir trouver un moyen d'ouvrir la mienne, car je me suis dit, si on ouvre la mienne et qu'on trouve la cause de cet incident, peut-être que cette femme serait libérée. J'ai couru dans plusieurs magasins afin de trouver une solution. J'ai cherché plusieurs personnes qui pourraient être envisageables de manière à ouvrir une télévision en entier, de manière à libérer cette femme, car je ne leur avais rien dit que c'était la cause d'un meurtre qui s'était passé à l'intérieur d'une télé. Ils ne m'auraient pas cru, ce n'était pas envisageable de croire une telle chose. Ils ne m'auraient pas cru, car ce n'est pas envisageable qu'un meurtre se passe à l'intérieur d'une télé. On ne peut pas considérer des images sanglantes comme étant un meurtre, à part si elles ont été commises. Ce soir-là, j'ai essayé de démonter alors ma télé moi-même, car je me suis dit que personne ne me croirait si je leur disais que des images étaient envisageables en tant que meurtre réel. J'ai alors démonté ma télé, j'ai enlevé l'écran, j'ai cassé la vitre et ensuite j'ai ouvert le derrière de la télé. C'est à ce moment-là que j'ai vu une lueur rouge sanglante avec une grande fumée blanche, noire et obscure derrière. Une grande fumée noire, blanche et obscure qui éclairait cette silhouette rouge remplie de sang qui avait l'air de sombrer dans une folie pas possible. Elle sombrait dans une folie pas possible, elle criait, elle hurlait de manière comme si on la poursuivait et qu'on l'avait traquée depuis bien longtemps. Lorsque j'ai ouvert ma télévision, j'ai remarqué que cette lueur rouge palpitante et qui avait sombré dans la folie, avait surgi de la télé. Je me suis dit, c'est bon, l'esprit est libéré. Je me suis dit, c'est bon, cette femme est sortie. Je me suis dit que cette lueur rouge, cette lueur blanche mélangée à de la folie meurtrière et à un tel désarroi devait être l'esprit de cette femme qui était libérée enfin de cette télévision. Mais rien ne s'arrêtait là, car cette lueur blanche, rouge, atroce et noire n'était pas la lueur que j'attendais. Ce n'était pas la lueur de l'esprit de cette femme enfermée dans cette télévision, enfermée dans les images qui reflétaient le meurtre de cette femme qui résidait à l'intérieur de l'écran télé. Ce n'était pas elle, car je me souviens qu'après l'avoir libérée, et je pensais l'avoir libérée, et qu'après avoir fait ça, je me souviens qu'une nuit, j'ai entendu un fusil se charger. À plusieurs reprises, j'entendais le bruit d'un fusil se charger. Une carabine à plomb, on aurait dit, car une carabine à plomb, c'est facile à repérer. Lorsqu'on la charge, on entend une balle de fusil tomber par terre. Et à chaque fois que j'entendais le fusil se charger, je pouvais repérer qu'il y avait le bruit d'une balle de fusil qui rebondissait par terre. J'entendais donc le bruit d'un chargement de fusil et une balle tomber par terre d'un air assez brut. Je me suis dit que quelqu'un était dans la maison, ou que c'était tout simplement le poste télé qui essayait peut-être de me faire peur. Je me disais que c'était peut-être cette femme qui avait été tuée et qu'elle me passait des images de son meurtre afin que je puisse le résoudre moi-même. Mais tout de même, je n'allais pas abandonner là. Et c'est devenu de plus en plus coriace, de plus en plus brut, de plus en plus intense. La maison est devenue sombre, obscure et ténébreuse. D'un coup, je pouvais ressentir la présence et les ténèbres tout autour de moi. J'ai senti la présence et les ténèbres tout autour de moi lorsque j'ai pu remarquer que certains passages et certaines preuves compromettantes de son meurtre devenaient réels dans la vraie vie. Je me suis souvenu qu'un jour, il était écrit sur la télé qu'elle était morte dans un incendie, alors que lorsque je l'ai vue pour la première fois, elle avait l'air de se faire assassiner.
Ce n'était pas la même chose, ce n'était pas le même meurtre, mais pourtant il y avait 2 meurtres commis, un incendie meurtrier et un assassinat. Je me suis dit qu'elle essayait de me faire passer des preuves de sa mort et de son meurtre, afin que je puisse les découvrir par moi-même. Chaque jour, je trouvais des preuves compromettantes à des endroits différents de mon appartement. Je me souviens même un jour que j'ai retrouvé un couteau dans la pièce où j'étais en train de lire un livre de Marc Lévy. Je me souviens que je lisais un livre de Freud de Marc Lévy et qu'en même temps je feuilletais une encyclopédie. C'est alors que j'ai entendu la lame d'un couteau rebondir par terre et d'une manière très brute, le bruit s'est stoppé et a arrêté de faire ressurgir ce bruit de lame qui tombe par terre. Un bruit qui ressurgissait de nulle part, une lame qui tombait par terre, une balle de fusil qui tombait. Brutalement, ces bruits ont disparu. Et c'est à ce moment-là que je suis allé dans la pièce dans laquelle j'ai entendu ces bruits qui ont brutalement disparu et que j'ai remarqué la présence d'un couteau par terre. Lorsque j'éteignais la lumière, je voyais la réflexion d'un flash de sang sur la lame du couteau. Lorsque j'allumais la lumière, je remarquais que la présence du sang n'était plus sur la lame du couteau. Je me disais que cette femme essayait pertinemment de me faire passer un message comme quoi elle s'était fait réellement assassiner. Peut-être qu'elle s'était fait assassiner et que c'était les images que j'avais vues à travers le poste télé, mais que cependant, les flammes que j'avais remarquées dans mon appartement étaient peut-être le meurtre de l'assassin, car certains assassins éprouvent des remords par rapport à leurs victimes, et que peu de temps après, ils se donnent la mort. Peut-être que la mort de son assassin était un incendie, car il avait éprouvé des remords à avoir tué cette femme, et peut-être que cette femme essayait de me mettre sur la piste des remords de l'assassin et de son suicide, ainsi que de son meurtre à elle. Je ne savais pas comment, ni même encore comment la découvrir ou même la libérer de l'emprise de ce poste télé, mais ce que je savais, c'est que peu de temps après, je recevais des messages anonymes qui me donnaient l'impression que j'étais observé. Des messages anonymes de personnes très bizarres. Elles n'avaient pas de nom, que des pseudonymes. Elles n'avaient pas de nom, mais des pseudonymes qui venaient me pourchasser. Je recevais des noms, des messages. J'entendais des voix parfois au téléphone. Lorsque je décrochais et que le message était anonyme, j'entendais une voix me dire de ne pas la libérer et d'essayer même parfois de lui mentir. J'entendais des voix de lui dire « Ne l'écoute pas, mens-lui et fais semblant, ignore-la ». J'entendais des voix me dire des choses comme ça, genre des voix qui disaient des choses du genre « Ignore-la, fais semblant, ne la libère pas ». J'entendais des voix me dire « Je suis morte dans les flammes, je ne suis pas morte dans le sang. Ne la libère pas car c'est elle l'assassin. Je ne suis qu'une victime. Nous avons tous les deux été choisis comme étant des pions. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, tu es sur un plateau d'échecs. » Lorsque j'ai entendu tous ces messages et ces voix me raconter des choses pareilles, je me suis dit que j'étais en train de jouer une partie d'échecs avec un mort. Ce qui veut dire que peut-être que j'étais déjà dans l'échec. Si j'étais déjà dans l'échec, je ne savais pas comment la libérer. Quelques heures plus tard, j'ai alors réallumé le poste TV, me disant que cette femme allait me réapparaître. Elle m'est réapparue quelques heures plus tard, mais lorsque je suis alors devant mon poste de télé, je n'ai entendu que des voix, je n'ai pas vu de femme réapparaître avec les mains en sang, son visage se coller à l'écran TV, essayant de me dire à l'aide ou de me décrire un mot quelconque. C'est alors plus tard dans la soirée que j'ai entendu un mot apparaître partout dans la maison. Il y a d'abord eu un bref silence, et ce mot est apparu partout dans la maison. Il résonnait comme un écho, comme dans une grotte lorsqu'on essaye de faire entendre sa voix. Ce mot résonnait partout dans la maison, et j'entendais « libère-la, 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 libère-la ». Et à l'arrière de l'écho de ce « libère-la », j'entendais « ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas ». J'étais mitigé entre le fait de libérer quelqu'un qui avait besoin d'aide et mitigé entre le fait que cette personne pouvait bien être un menteur. Je ne savais pas si cette personne pouvait être un menteur ou une victime. Je ne savais pas s'il fallait l'aider, car les menteurs, eux aussi, ont droit à une deuxième chance, mais je ne savais pas s'il fallait l'aider ou ne pas l'aider.
Le meurtre de cette femme m'avait mitigé entre le mensonge, la haine, le dévouement ou même le fait d'aider son prochain. Je ne savais pas si j'étais en train d'aider mon prochain de manière à aider un serial killer, car cette personne pouvait bien même souffrir de troubles du comportement. Donc il s'agirait peut-être de la même personne. Donc si cette personne souffrait du trouble du comportement, cette personne pouvait être elle-même le tueur et elle-même la victime. J'aurais pu sauver deux personnes en une. Ce qui me paraissait assez bizarre lorsque je me suis intéressé à la psychologie des personnes atteintes de troubles mentaux, je me suis intéressé à la psychologie des personnes du trouble mentaux, je me suis dit que cette personne était en fait peut-être son propre serial killer et qu'elle avait juste mis fin à ses jours. C'est alors que je me suis dévoué au fait de lui faire paraître un message. Lorsque je lui faisais paraître un message avec une planche Ouija, je lui demandais qui elle était. Je lui demandais pourquoi elle était comme ça, ce qu'elle avait fait, comment c'était arrivé, et à chaque fois elle me répondait la même chose. Soit ne l'aide pas, soit ne le fais pas. Je ne savais plus quoi penser. Un soir, je suis alors allé me coucher. J'ai mis un drap sur la télé, essayant de faire en sorte que la télé ne se réallume plus et ne me passe plus de messages. J'ai mis un drap sur la télé, un drap noir et opaque, faisant en sorte que si la télé s'allume, je ne puisse pas voir l'écran. Lorsque la télé s'est allumée à 3h15 du matin, j'ai donc entendu des voix me murmurer de l'aider, et une seconde voix me murmurait de ne pas l'aider. J'étais mitigé, toujours autant mitigé, mais je ne savais pas dormir, je ne savais pas fermer l'œil. J'étais mitigé entre le fait de l'aider ou de ne pas l'aider, je ne savais pas quoi faire, ni même comment réagir. J'ai donc alors mis un second drap sur la télé, essayant de couvrir les sons, mais les sons et les lumières n'étaient pas couverts pour autant. C'est alors ce soir-là que je me suis endormi dans mon lit et que j'ai remarqué en fait que le lit dans lequel j'étais était écrit à son nom. J'habitais dans son appartement, j'habitais dans le lieu dans lequel elle a été tuée. Cette femme avait essayé de me tuer à plusieurs reprises à travers un poste de télé dans lequel son meurtre avait été enregistré par cassette vidéo. J'ai trouvé plusieurs cassettes vidéo compromettantes qui compromettaient des preuves de son meurtre. Car cette personne avait été morte plusieurs fois. J'avais vu une cassette vidéo dans laquelle elle avait été assassinée la première fois que je l'ai vue. J'avais vu une vidéo dans laquelle elle avait été brûlée vive. Et j'avais vu une cassette vidéo dans laquelle elle avait été écrasée par une voiture. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quelle mort choisir. Je ne savais pas qui était qui et je ne savais nullement comment réfléchir à comment l'aider. Je ne savais pas comment l'aider ni même quoi faire. C'est alors que j'ai fouillé la maison. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, j'ai fouillé la maison et c'est à 4h que je me suis retrouvé dans une seconde maison. Dans cette seconde maison, je me suis dit alors que je pouvais être en sécurité. Mais malgré moi, je n'étais pas en sécurité dans cette seconde maison qui ne ressemblait en aucun cas à la mienne. J'ai alors ouvert la télé et j'ai remarqué que cette femme était encore là. C'était une force surnaturelle maléfique qui se nourrissait de mes pulsions afin d'entraîner mon cerveau et ma capacité à penser de manière psychologique dans une course contre la montre à essayer de sauver des personnes différentes mais de choisir la personne à sauver. Je ne savais pas qui choisir, comment choisir, ni même qu'est-ce que je devais faire, car je devais choisir entre une seule personne qui n'existait, mais qui était plusieurs personnes à la fois. C'était une course psychologique contre la montre dans laquelle j'étais manipulé par une force surnaturelle qui essayait pertinemment d'avoir une emprise sur mon mental et ma manière de réfléchir aux choses. Contre la montre, j'étais incapable de réfléchir, et ce soir-là, une force surnaturelle est apparue juste devant mon lit. Se contorsionnant, une silhouette noire est apparue devant mon lit, une carabine à plomb à la main, les yeux brillants, blancs et réfléchissants. Il m'a tiré dans la poitrine, entre les deux yeux, dans les bras et dans les jambes pour que je ne puisse pas marcher ni même ramper. C'est alors qu'il a achevé son coup dans ma colonne vertébrale et je suis morte ce soir-là.